pourrait se croire en Bretagne ou en tout cas sur une côte océanique, mais non, nous sommes en Haute-Savoie à Ivoire aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Vue d'ici. Ravi de vous retrouver. Nous allons visiter ce village, l'un des plus beaux villages de France aujourd'hui. Il a été construit au XIVe siècle. Je vais retrouver à l'intérieur, j'espère un petit peu plus au chaud quoique, l'un des habitants d'Ivoire, Yves d'Ivoire justement. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien. Cette belle journée un peu ventée, mais il fait beau et chaud. Voilà, chaud, je ne sais pas, mais en tout cas il fait beau, on a de la bise, c'est l'hiver, mais c'est un temps auquel on est habitué. Vous savez, le village d'Ivoire est un village en pointe, c'était un endroit stratégique qui faisait la séparation entre le petit lac et le grand lac. Et il a été construit au début du XIVe siècle par le comte de Savoie, Amédée V, qu'il a fortifié, il a entouré de remparts, il a reconstruit le château pour se défendre, puisqu'en fait le comte de Savoie défendait le lac ici, et il était en bisbille avec le dauphin qui était à Revoré, à 2 km, et ils se battaient les uns les autres. Donc Ivoire a eu un rôle important, surtout pendant la première moitié du XIVe siècle. Et donc là, on est dans le cœur du village. Là, on est dans le cœur du village, parce que le village était. Le village était fortifié. Tout le monde vivait à l'intérieur. Il y a eu 200 habitants pendant très longtemps, et tout le monde vivait à l'intérieur. On était protégé par les remparts, on était protégé par le lac. Et ici, on est place de l'église. L'église jouait un rôle très important. C'était classique. Bon, on va aller voir un peu plus près comment. Oui, comment on va ça aller se voir. passe. Dans l'église, qui est un lieu important, qui a été un lieu important de vie du village et qui l'est encore aujourd'hui. Qui est un lieu de patrimoine important, je dirais à 2 niveaux. Au niveau des habitants, parce que c'était un bâtiment central du village, dans lequel les gens se réunissaient régulièrement toutes les semaines pour la messe, puis pour les différentes cérémonies et la vie en général. Et puis pour les touristes, voilà, c'en est la preuve, qui visitent le village. On continue à ouvrir l'église tous les jours, et il y a tout le temps des gens qui rentrent. La première chapelle avait été construite parallèle au rempart au XIIIe siècle, et puis elle a été peu à peu agrandie. Le cimetière était autour de l'église, et puis quand on a voulu encore agrandir l'église, on a déménagé le cimetière au XIXe siècle. Et maintenant, c'est un élément de visite. On estime qu'il y a peut-être la moitié des visiteurs qui jettent un coup d'œil. Des visiteurs du village? Des visiteurs du village. On dit qu'à Ivoire, il y a 1 million de visiteurs qui viennent du monde entier. D'ailleurs, elle a été refaite, elle est très entretenue, cette église, elle a été refaite il n'y a pas très longtemps. Alors les derniers travaux ont été faits en 2010-2011. On a mis beaucoup de temps à se décider, parce que vous savez, c'est quelque chose de très affectif aussi. Petite anecdote, on s'est rendu compte par exemple, en restaurant les peintures du chœur, qu'il y avait, je crois, 12 couches de peinture successives les unes sur les autres. Et on a calculé, ça voulait dire que l'église a été restaurée pratiquement tous les 60 ans. Donc une génération sur 2 refaisait l'église de bonne foi, en se disant maintenant il faut vraiment modifier ceci ou cela. Et puis vous avez vécu, puisque vous vivez au village depuis toujours finalement, vous avez vécu des moments assez fort ici aussi. Vous me racontiez tout à l'heure que le curé a longtemps été le seul à avoir une télévision. Donc il a été, quand il y avait encore un curé résident à Ivoire, il a été un des tout premiers à avoir un poste de télévision. Et en fait, il a pensé que c'était un moyen d'évangéliser, bien sûr. Et je me souviens, quand je dois avoir 10 ans, un jour, avoir été invité à assister à la bénédiction du pape à la télévision. C'était en noir et blanc. Et on avait attendu midi pile que le pape, on devinait à peu près le pape qui bénissait le monde Urbi et Torbi. C'était
C'est à la fois amusant et passionnant. Mais on avait 10 ans, on ne se rendait pas bien compte de ce que c'était. Mais c'était quelque chose de fort. Les gens se rassemblaient autour de la télévision. Alors que maintenant, chacun a son poste de télévision chez lui, il le regarde, ou même son téléphone, il regarde son personne. Il y a des personnes d'autres. Et ça, c'est la vie maintenant, quoi. Qu'est-ce que vous nous emmenez voir maintenant? Alors, je vais vous emmener voir une des portes du village, parce que le village avait une position stratégique importante, et il était fortifié. Il était fortifié par le comte de Savoie à Médecins, c'est ce que je vous disais, et on ne pouvait rentrer ou sortir que par une des deux portes. Et ces portes ont une histoire, donc je vais quand même vous emmener là-bas, ça vaut la peine. Eh bien, on va aller voir. Have a nice time. Donc là, on est au niveau de l'une des deux portes du village. Oui, en fait, le village était un village fortifié, et on ne pouvait entrer et sortir que par deux portes. Une côté Nernier, côté ouest, c'est celle devant laquelle nous sommes, et une autre côté est, côté Revoré ou Exenvey. Et en fait, la route qui longeait le lac entre Genève, Thonon, Évian, Saint-Gingolph, etc., passait par l'intérieur du village. Et ces portes, elles ont fait l'objet de polémiques. Ouais, ces portes, elles avaient été construites au moment où le rôle militaire d'Ivoire était important, c'est-à-dire dans la première moitié du XIVe siècle. Et puis, elles ne servaient plus à grand-chose après. Donc la population voulait les démolir. Les agriculteurs qui étaient dans le village ne pouvaient plus passer facilement avec leurs chars de foin. Tout le monde trouvait que ça ne servait à rien. Et au XIXe siècle, dans les années 1875, il y a eu une espèce de pétition. La municipalité avait pratiquement décidé qu'on démolisse les deux portes, qui ne servaient à rien. Et en fait, mon arrière-grand-père, qui avait été maire et qui était député à ce moment-là, est intervenu assez fortement avec l'arrière-grand-père de l'ancien maire pour garder ces portes. Et puis finalement, le compromis qui a été trouvé, c'était qu'on n'a pas démoli les portes. Par contre, on a creusé, c'est-à-dire qu'on a abaissé le niveau. Et On peut aller voir. Là, et le niveau, l'ancien niveau qui était celui-ci, là à peu près à 2,10 m, là au-dessus de moi. On voit d'ailleurs l'ancien système d'ouverture, on voit les gonds des anciennes portes qui s'ouvraient, qui se fermaient. Il y avait derrière, il y avait une herse qui montait, qui descendait. Et puis, il y avait un système, non pas de pont-levis, mais de pont roulant. Il y avait un système de rouleaux horizontaux. Et le pont, en fait, glissait vers l'extérieur, ou au contraire, se rentrait quand on voulait fermer l'accès. Donc, quand on a creusé, on a retrouvé, en fait, tout ce système-là. Et là, vous voyez, donc, la chaussée a été abaissée. C'est comme ça qu'on a surélevé, ou plutôt on a abaissé le niveau général. Par contre, la largeur est restée la même. Et finalement, maintenant, en 2018, on est bien content de les avoir. On va où pour terminer? Alors, pour terminer, on va aller devant le château en passant près du jardin. Et puis, pendant ce temps-là, je vous laisse, on va prendre un peu d'altitude. On va aller du côté de la Vallée Blanche pour notre séquence drone d'endroit. A tout de suite. Florian, tu peux pas t'imaginer comme je suis content d'être là. Vautrer dans la poudreuse. Vautrer dans la poudreuse. Je suis content d'être venu, j'étais déjà venu en été. En été, pour moi, c'est un petit peu plus facile. Ouais. Là, aujourd'hui, je galère un petit Alors aujourd'hui particulièrement parce qu'on a un bon mètre de poudreuse. peu. Ouais, donc j'aimerais bien que tu me dises où est-ce qu'on se trouve. Alors là, on est au-dessus de la... Donc on est en plein milieu de ce qu'on appelle le petit envers, donc l'envers du plan, et on est au-dessus du glacier du Géant. Là. Donc le glacier qu'on voit en dessous, c'est ce qu'on appelle le glacier du Géant. La belle montagne qui est juste en face de nous, là, la belle pointe, c'est la dent du Géant. Et toute cette crête montagneuse, c'est la frontière avec l'Italie. Ah d'accord. Et si on la continue, donc c'est ce qu'on appelle les arêtes de Rochefort. Et au fond, là-bas, c'est les Grandes Jorasses, donc qui est avec sa célèbre face nord. On voit toute la fin de la face nord. C'est celle qui s'en va. Voilà, C'est la face nord des Grandes Jorasses qui fait 1200 mètres de haut. Toi, t'es un chamoniard pur jus. Oh, pur jus, je sais pas, mais oui. T'es né là. Alors je suis pas né là, j'avais 2 ans quand je suis arrivé à Chamonix. D'accord. Et la première fois que t'es arrivé ici, Ouais. je veux dire dans la Vallée Là. Blanche, La première fois que j'allais à la Vallée Blanche, c'était avec mon père qui est guide aussi, et j'avais 10-12 ans. ça s'est bien passé. Ah, ça s'était très bien passé, j'en ai un super souvenir, mais ce qui m'a marqué le plus, et on fera peut-être un point tout à l'heure, c'est tu verras à la fin de la Vallée Blanche aujourd'hui, quand on arrive sur la langue terminale du glacier, vraiment à la fin, on a le glacier, on est obligé de faire une petite marche, parce qu'en fait la fin de la mer de glace,
c'est un canyon qui s'appelle les Gorges de l'Arveyron dans lequel on ne peut pas descendre. Donc nous, D'accord. on va faire une petite marche d'une quinzaine de minutes pour remonter sur un petit col qui s'appelle les Motets. D'accord. Et donc maintenant, on marche 15 minutes. Et moi, la première fois que j'ai fait la vallée blanche, on n'enlevait pas les skis. Wow. C'est-à-dire qu'on arrivait au niveau des Motets quasiment. D'accord. Donc c'est-à-dire que le glacier, donc c'est il y a une trentaine, ouais, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, le glacier, il était presque quasiment 150 mètres plus haut. Donc là, un peu plus à droite, là-bas, dans l'ombre, là-bas, c'est ce qu'on appelle la vraie vallée. Donc ça, c'était l'itinéraire, Ça là. voilà, derrière les séracs, là. Voilà, ici, là-bas, c'est ce qu'on appelle la vraie vallée. Donc ça, c'est l'itinéraire originel de la vallée, c'est pour ça qu'on l'appelle la vraie vallée. Alors maintenant, c'est très difficile d'y accéder, on ne peut pas y accéder tous les ans, parce qu'il y a beaucoup de crevasses pour rentrer. Alors cette année particulièrement, qui est très enneigée, on peut la faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a plein de traces. Il y a des gens, hein, regarde ça. Ouais, il y a des gens qui sont là-bas, qui y vont. Wow. Bah là, il y a deux gars, là, je sais pas où ils vont, mais avec un peu de chance, tu vas peut-être bien assister à un tombage dans une crevasse, là, Ouais, hein, en direct. en direct. Ça, c'est dangereux ce qu'ils font. Ah bah là, regarde, tu vois, il se dirige en plein sur le pont de neige, là. Qu'on va voir, là, regarde l'empanette en dessous. Ouais. Tu vois. Donc là, là où il va, là, c'est pas pas très conseillé. C'est pas très conseillé, non. Purée. Alors, on peut, tu vois, pour le faire en toute sécurité, ce qu'il fait là, il faudrait qu'il soit encordé. Ils sont en fait. encordés avec son Il collègue. faudrait qu'il s'encorde au moins avec son collègue pour pouvoir, si jamais il passe à travers le pont de neige, pas tomber. Parce que la crevasse, tu sais pas si elle, tout au bien, elle fait 5 mètres, mais tout aussi bien, elle fait 60 mètres de profond. D'accord. Est-ce qu'on peut essayer de trouver, là, à l'image, où est-ce qu'on va? Alors, nous, Non, on va là. descendre complètement sur la gauche. Alors oui, donc, Tu vois ouais, descends, donc descends l'image. Ouais, hop. Voilà, nous on va descendre là, voilà, là. D'accord. Et on va passer derrière ce rognon rocheux là. On va passer derrière. Et le refuge du requin là où on va s'arrêter manger, il est derrière ce rognon rocheux, pardon. D'accord. Ça, ce glacier en face, c'est ce qu'on appelle le glacier des Périades. D'accord. Et Là. donc nous, on sera en face de ça. Là. Après, on va passer de l'autre côté. On voit pas en fait où on va skier. On sera sur le versant, sur le même versant où on est, mais derrière ce rocher. D'accord. Bon, Flo, je te remercie. Bah de rien. En plus, tu sais quoi? Ça m'a permis de reprendre mon souffle. Plus ou moins. Et bah tant mieux. Ouais. Allez, on va se poser. Donc là, on est dans les jardins, le fameux jardin des 5 sens, et on a juste derrière nous le château, où d'ailleurs vous vivez, et Ouais. qui est voilà, un des lieux emblématiques de ce village. C'est un des lieux emblématiques, oui, parce qu'en fait, donc, la maison forte avait été construite au début du XIVe siècle, et puis ça avait été incendié à la fin du XVIe siècle par les Bernois, les Genevois et les Français dans le cadre des guerres un peu de religion entre le comte de Savoie et puis les voisins, les ennemis. Bon, tout ça c'était un peu terminé, mais n'empêche qu'à cette époque, le château avait été brûlé, avait été démoli, et il ne restait plus que les 4 murs pratiquement. Il a été peu à peu restauré, mais c'est surtout mon grand-père qui, entre les 2 dernières guerres mondiales, a fait d'énormes travaux pour lui redonner sa silhouette d'origine. Donc il a remonté les étages peu à peu à l'intérieur, et surtout en 1939, il a refait ce toit qui est assez extraordinaire, qui est un petit peu l'emblème du village, de la côte française. Oui, parce qu'il se voit de loin. Du coup, Il se voit de très loin, il se voit de très loin. Il sert de repère aussi bien pour les bateaux, on disait même pour les avions autrefois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais faut pas exagérer quand même. Et la famille est là depuis 1655 sans interruption. Donc on essaye à chaque génération d'entretenir, de faire vivre. C'est passionnant, mais voilà. Et vous, c'est notamment les jardins. C'est Alors ce nous en fameux fait, jardin ce des qui se 5 passe, sens. c'est que autour du château, il y avait à l'origine une zone de servitude militaire qui n'était pas constructible. On ne sait pas très bien quoi faire. Alors certaines personnes auraient voulu qu'on fasse un parking pour les habitants. Derrière les murs, on ne voyait pas les voitures. On trouvait que c'était un peu dommage. Et en fait, c'est ma femme qui a eu l'idée en voyant ce que faisaient les Anglais en particulier, de restaurer le jardin et en disant il faut faire un jardin, il faut l'ouvrir au public, etc. Alors c'est une longue histoire. On a 30 ans, on a ouvert il y a 30 ans cette année. Et puis on a fait un labyrinthe végétal sur le thème des 5 sens. Et avec les 5 sens, en fait, le goût, l'odorat, le toucher, la vue et l'ouïe. Et bon, il n'est pas ouvert en ce moment, mais on ouvre tous les jours entre mi-avril et mi-octobre. Et on reçoit entre 40 et 50 000 visiteurs sur les 6 mois.
Bon, on reviendra vous rendre une petite visite cet été quand ils seront dans toute leur, vous allez dans voir, toute leur splendeur. tout à fait, vous allez voir qu'en quelques semaines, ça change très très vite. Et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, on voit déjà quelques bourgeons des rosiers qui commencent Ah à oui, pousser. ça commence. Oui, effectivement. ça commence. C'est très émouvant de voir la nature qui se développe comme ça au printemps. C'est quelque chose de très très fort. En tout cas, merci beaucoup pour cette visite. On reviendra cet été quand il fera un petit peu moins froid avec un peu moins de vent. Comme ça, Ah, on vous pourra verrez, voir aussi Ivoire vue du ciel. Oui, vous verrez, c'est une autre façon de ambiance. faire, complètement. Complètement, Merci mais c'est beaucoup. passionnant. Merci en tout cas Enfin, pour voilà, la visite. merci. De rien. Et puis je vous dis à dans quelques jours pour un nouveau numéro de Vue d'ici, pour une nouvelle découverte de notre beau territoire Savoie-Mont-Blanc. À bientôt.